Commençons par le début de l'histoire. À quelle occasion vous êtes entré au planning familial? Alors, j'ai connu le planning familial parce que j'étais interne et je recevais une femme qui en était à son 6e avortement dans un service de chirurgie, le même. Et cette femme avait déjà 6 enfants vivants. Bon, sachant qu'il existait une pilule par ouï-dire, je me suis dit que c'était le moment de m'informer vraiment et que cette femme avait vraiment besoin qu'on lui trouve une contraception efficace. Je suis donc allée voir les obstétriciens de l'hôpital pour leur dire, je ne sais rien sur... J'avais théoriquement fini mes études. Je ne sais rien sur les pilules contraceptives, est-ce que vous pourriez m'informer? Oh non, m'ont-ils dit. Nous sommes là pour la reproduction, pas pour la contraception. Ah bon, donc j'ai continué à questionner autour de moi et on m'a dit, mais le planning familial. Alors je me suis dit, je suis donc allée au planning familial et j'ai appris ce que c'était que les pilules au planning familial à la fin de mes études de médecine. C'était en quelle année? Je sais pas, dans les années 50, enfin fin des années 50, années 60 peut-être, début 60. Voilà. Donc j'ai appris cette chose utile quand même pour un médecin. Et puis c'est tout. J'y étais allée juste une fois. Par la suite, il faut dire que moi je suis de la bourgeoisie moyenne. J'avais eu une éducation catholique. J'étais plus catholique, j'étais athée à l'époque où je vais vous raconter ce qui s'est passé. Mais j'avais encore de lourdes séquelles de culpabilité, disons, héritées de mon passage par la religion catholique. Un jour, j'étais, à l'époque, j'étais quand même à gauche, très à gauche, disons. Je reçois un coup de téléphone de copains qui me disent, voilà, on a une jeune femme, elle est enceinte, elle a été victime de torture, elle est actuellement à Nanterre, qui était le campus de Nanterre était en construction. Elle est dans un pavillon où il faut marcher un quart d'heure dans la boue pour trouver un téléphone. À l'époque, les portables n'existaient pas. Donc, moi je dis, j'ai des adresses, je connais rien, je ne me mêle pas trop de ces choses-là. Par contre, si vous voulez, je peux mettre un lit de camp chez moi. Moi, je suis à un quart d'heure d'un hôpital et je suis dans Paris. Si elle veut être hébergée chez moi, c'est tout à fait possible. Alors, on convient de ça. La jeune femme débarque un samedi matin. Je partais travailler. Je lui dis, comment vous allez faire ça? Alors, elle me sort une sonde. Je lui dis, vous savez, il faut quand même la faire bouillir pour que ce soit stérile. Petit réflexe médical. Oui, elle me dit. Je lui donne une casserole, je lui montre la cuisine et la salle de bain, et puis je m'en vais travailler. Je reviens à 1h de l'après-midi, elle sortait de la salle de bain. Elle avait passé 3 heures à tenter d'introduire cette sonde stérile au départ, toute seule dans son col, à main nue. Évidemment, j'ai fait gloup en me disant que la stérilité, il n'y en avait plus du tout. Que quand même, si j'avais eu un spéculum que je n'avais pas, et qu'il était impossible de se procurer parce que c'était pas vendu, seulement avec une carte de médecin. Si j'avais eu un spéculum, j'aurais mis cette sonde en quelques minutes, stérilement. Et elle avait fait ça et j'étais médicalement mal à l'aise. Ensuite, ça se passait donc le samedi à midi. Le dimanche soir, elle a commencé à avoir des contractions. Elle était installée sur un lit de camp
Dans le bureau, il y avait 3 pièces à mon appartement, une dans laquelle il y avait 2 enfants très jeunes, une autre dans laquelle il y avait mon mari, et la 3e, ce bureau. Donc où elle était sur un lit de camp. Vers 3 heures du matin, elle a éliminé un fœtus. Bon, j'étais là, bien sûr. J'ai vu ça avec une indicible horreur, un dégoût incroyable. Je me suis précipitée à la cuisine pour vomir. Et puis je me suis dit, enfin bon, ça suffit, il faut que j'y aille, il n'y a personne d'autre que moi, faut que j'y aille pour l'aider. Donc je suis retournée, ça saignait pas trop. Bon, j'ai pris le fœtus, je l'ai emballé, et puis sans trop regarder ce que c'est, en me disant, vaut peut-être mieux qu'elle sache pas ce que c'est, si c'est garçon ou fille, parce que ça pouvait se voir. Bon. Et puis, je me suis dit aussi qu'il fallait couper le placenta, enfin couper le cordon. J'avais entendu dire ça quand même en obstétrique. Donc j'avais une boîte à ouvrage, des ciseaux, du fil, donc j'avais ligaturé le cordon. Tout ça nageait dans une mare de liquide amniotique, disons, et de sang, enfin, bon. Et puis, le placenta n'avait pas l'air de venir, alors j'ai palpé bravement l'abdomen, et avec une horreur, c'était encore aussi gros, ou presque. J'ai dit, bon, il y a des jumeaux. On n'avait pas d'échographie non plus à l'époque. Hein. Il y a des jumeaux, je ne pouvais pas en supporter plus, et je pense elle non plus. Donc, j'ai mis plein de serviettes de toilette, je l'ai installé dans mes 2 chevaux et je l'ai débarqué à l'hôpital Lariboisière. À Lariboisière, j'ai été aux urgences, avec elle, j'ai dit voilà, bon, elle a éliminé un fœtus, mais il y en a un autre, elle doit être enceinte de jumeaux. Et là-dessus, la personne qui faisait l'accueil, et pour être sûr que naturellement l'avortement était réellement en cours et qu'on ne racontait pas de mensonges pour le faire faire, m'a dit montrez-moi le fœtus. Bon, le fœtus, je l'avais emballé, mis à la poubelle. C'était bon, assez traumatisant, tellement traumatisant que je suis partie à la course. Je n'ai pas pu en supporter davantage. Je suis rentrée chez moi. Bon, c'était dans le bureau cataclysmique au niveau du sang de... Bon, enfin, bref, j'ai commencé à nettoyer et en allant me laver les mains entre chaque objet que je nettoyais, j'ai fait ça pendant 2 heures. Ensuite, je me suis dit que j'avais assez joué à Macbeth, qu'il fallait que je me calme, que tout le monde allait se réveiller, qu'il fallait que je termine cette opération de nettoyage et que j'aille travailler et que je réfléchisse à ça plus tranquillement. Inutile de dire que mes réflexions plus tranquilles m'ont abouti à dire que ce qui s'était passé, qui avait été si abominable, c'était monstrueux d'obliger une femme, et c'était moi, à vivre des trucs aussi abominables. Et que il fallait que je m'occupe de cette question tout à fait sérieusement parce que c'était insupportable et que c'était pas normal que... Alors évidemment, la jeune femme, j'avais été la revoir à l'hôpital, bien entendu, elle a eu une salpingite, vous pensez bien qu'avec la stérilité dont on avait témoigné au départ, ça ne pouvait pas se passer autrement. Donc elle a eu des perfusions d'antibiotiques pendant 3 semaines et par chance, parce que quand même très souvent malgré ça les trompes étaient bouchées, ces trompes à elle n'ont pas été bouchées et voilà, nous avons été marraines de l'enfant qu'elle a voulu par la suite. Mais ça a été décisif dans mon investissement féministe. Dès que j'ai entendu parler il était possible de réaliser des avortements par une autre technique,
Parce qu'à l'époque dont je vous parle, l'avortement, ça se faisait en mettant des trucs pour dilater le col, plus ou moins lentement, pour pas trop le dégrader, ou rapidement quand on n'avait pas le temps, et ça déchirait le col, et ça donnait des complications ensuite pour garder les grossesses suivantes. Ensuite, on grattait l'intérieur de l'utérus avec une petite cuillère. Ça se faisait dans les hôpitaux de Paris, tous sauf un, sous anesthésie générale, mais il y en avait un qui pratiquait sans anesthésie, quand même, pour qu'elle ne recommence pas. Ça se faisait encore comme ça. Bon, quand j'ai entendu dire qu'il existait une autre technique qui consistait à enfiler dans le col une petite canule qui n'était pas plus grosse qu'un crayon, à la brancher sur un système pour faire le vide et à vider l'utérus avec pratiquement à peine de douleur, pas plus que pour poser un stérilet en gros, sans risque, sans risque. Bon, ni de stérilité, ni de mort, ni par hémorragie, par tout ce qu'on veut. Bon, je me suis immédiatement porté volontaire et j'ai fait partie des 10 premières personnes qui ont pratiqué l'avortement clandestin dans ce qui est devenu ensuite le MLAC, Mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception.